venir Ça me ramasse. ramasser. Ouais, ça Ah c'est non, sûr. je t'ai écœuré, là, je pense. J'ai bien toffé, moi, jusqu'au comme fin septembre, là, mais depuis ce temps-là, je suis plus capable. Hey, 6 mois, c'est bon, hein? Alright. Fait que, aujourd'hui, on regarde l'outil Docker Compose. Fait que, une affaire qui est important, ça va être de s'assurer que vous avez Docker Compose sur votre ordinateur. Ça devrait avoir été installé automatiquement avec votre distribution de Docker, mais si c'est pas le cas, va falloir aller le chercher. C'est un autre petit download pour aller travailler avec quelque chose qui travaille avec de multiples conteneurs en même temps. Donc, le principe de Docker Compose, c'est qu'il va avoir un fichier, okay, un peu comme le Dockerfile, mais qui va être un Docker Compose file. Puis, dans ce fichier-là, il va avoir les différentes configurations que, habituellement, on voudrait avoir dans nos différents Docker runs. Puis, à partir de ce fichier de Docker Compose-là, on va pouvoir exécuter les différentes configurations comme on veut. Fait que, on va commencer, on va regarder notre premier Docker Compose à partir d'un Dockerfile quelconque. Fait qu'on va se faire un petit Dockerfile initial. OK, on va copier ça dedans. Ici, on reprend l'exemple qu'on avait avec notre application de YouTube Download. Hein? Donc, on se souvient, c'était une application qu'on avait été téléchargée, puis qu'on avait directement mis dans notre container, puis on avait parti notre application pour dire tu peux comme utiliser cette application-là comme tu as besoin. Fait que à partir de là, tu vas pouvoir commencer à utiliser un Docker Compose file. Fait que c'est Docker Compose. Contrairement au Dockerfile qui n'a pas d'extension, celle-là a une extension YML pour du YAML, qui est un fichier de configuration qui existe pour plusieurs différents systèmes. Donc, en gros, c'est la syntaxe à l'intérieur qui dit que tu as comme différentes étapes, différentes arborescences. C'est comme ça qu'on est quand même capable de travailler avec. Fait que le principe initial du Docker Compose, c'est d'avoir les informations sur les différents containers que je veux avoir puis que je veux faire travailler en même temps. Fait que là, au début, on va juste en faire travailler un, juste pour voir de quoi ça a l'air le Docker Compose. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va en avoir plusieurs, puis on peut aller travailler avec, après ça, plusieurs containers. Donc, le Docker Compose, c'est un autre élément qui fait partie de l'architecture de la technologie Docker. Puis, il faut suivre, OK? Dans le même principe que pour le Dockerfile, il y avait différentes commandes qu'on pouvait avoir. Ben, le Docker Compose YAML, lui, va aussi avoir différentes informations qu'on peut aller écrire à l'intérieur. Fait que quand on commence, il faut toujours indiquer la version minimum requise pour utiliser ce Docker Compose-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont rajouté différentes fonctionnalités, puis ils ont modifié différents éléments. Fait qu'il faut toujours avoir une version, habituellement 3 ou 3.5 ou 3. Quelque chose, là, OK? C'est pas mal où c'est qu'on est rendu. Fait qu'on peut y aller ici, mettons avec 3.5. Donc ici, dans le format YAML, le principe, c'est qu'on a qu'est-ce que je veux décrire, 1, 2 points, puis après ça, le contenu de qu'est-ce qu'il y a à écrire. Fait qu'ici, 3.5. Ensuite, je veux aller travailler sur les différents services, les différents containers que je vais vouloir avoir dans mon projet. Fait que ici, on va avec un service. On peut voir ici que quand je clique sur Enter, il y a une indentation automatique. Okay, donc l'indentation est important, ça me permet de regrouper des éléments à l'intérieur. Fait que ici, je veux avoir un container qui va s'appeler YouTube DL Ubuntu. Puis à partir de là, on va aller y donner, mettons, un nom d'image quelconque. Okay? Fait que, mettons ici, on pourrait y donner le nom d'image My YouTube Download. OK.
Puis après ça, on peut aller dire pour cette image-là, pour le container qui va utiliser cette image-là, construis-la dans le dossier courant. Donc ici, le build, j'aurais pu aussi le faire pointer sur n'importe quel autre dossier qui contiendrait un Dockerfile. Donc je suis capable d'écrire ça ici, juste parce que j'ai un Dockerfile qui contient quelque chose, une image que je peux builder. Donc, ce Docker Compose-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder, il va commencer à construire les différentes images, puis à partir de là, on va pouvoir travailler. Fait que si on regarde le Docker Compose, Docker Compose en passant, c'est avec un trait d'union, hein? Ici, on a la commande build qui va me permettre de regarder le dockercompose.yaml dans le dossier courant, puis de construire n'importe quelle image que j'aurais besoin. Fait que Docker Compose build, ça va regarder pour ce service-là, puis ça va donc créer une image My YouTube Download pour être capable de travailler avec ça. Excellent. Donc ici, si je fais Docker Images, Monsieur, l'as-tu créé correctement? Ouais. si j'ai bien compris, donc avec ce Docker Compose, ça va build à partir de l'image My YouTube DA. Ouais, en fait, je pense que je vais redonner le même nom J'ai ici. pas trop bien compris. Ouais. Je vais juste le refaire parce que il me semble que je peux. Attends une seconde, faut-tu avoir un repo d'ouvert? Ici. C'est ici. Ah ouais, ici, en fait, on s'en fout de cette ligne-là en ce moment. Ça, c'est juste quand on veut avoir quelque chose qui va être sur le repo de élément. Es-tu capable de le builder juste avec ça? Ou tu fais rien? Je m'attendrais à ce qu'il me donne du code, là. Je l'ai-tu bien marqué? Ouais, ok, c'est ça. Faut juste pas mettre le nom de l'image en ce moment parce que ça l'a. Il a essayé d'aller voir une image sur le web. Fait que ici, on peut juste avoir notre petite affaire qui build à l'intérieur. On va le laisser construire. Puis pendant... oui, Saïd? Donc si j'ai bien compris, dans le même dossier, on doit avoir un Dockerfile. Puis en même temps, on doit avoir aussi un Docker Compose.yaml. Ouais, ben, le principe ici, c'est que si on veut se créer notre propre image, okay, on peut l'avoir dans le Dockerfile. Puis de notre Docker Compose, on va pouvoir dire construit l'image à partir de celui-là. Une fois qu'elle est construite, on pourrait juste utiliser le nom de l'image. Ici, mettons, je m'en vais dans Docker Images. Puis maintenant, j'ai cette image-là qui est disponible, que je pourrais réutiliser comme je voudrais. Ok. Fait que à partir de là, si on se souvient, quand on avait travaillé avec ce container-là, pour être capable, le but de l'application, c'est de télécharger quelque chose d'un site puis de l'avoir localement. Donc, on avait utilisé du volume binding pour être capable de dire que le dossier courant, ça allait être la même chose que l'arborescence dans notre application. Hein, donc, on se souvient ici, on avait le workdir, mydir, puis là, on avait fait le lien entre les deux, ce qui permettait que quand je télécharge quelque chose, ça allait apparaître sur mon hôte aussi.
ben là, c'est pas mal plus facile parce qu'on peut tout simplement mettre le volume binding comme une option. Fait que je dis le dossier courant, je veux que ce soit bindé à MyDir. Fait que automatiquement, quand je vais rouler ce container-là avec mon Docker Compose, il va construire puis il va mettre le binding pour moi. Oui, Adam. Tu n'es pas démuté. C'est quoi le tiret que vous avez mis avant? Donc, tiret point. Fait que ici, quand on a une liste d'options, ok, en gros, si je voudrais avoir plusieurs bindings, je pourrais avoir ici mettons, .slash directory, deux points, puis après ça, container, dire quelconque. Donc, quand en YAML, ok, donc dans le type de fichier, quand j'ai une configuration qui peut avoir plusieurs options, chacune des options va avoir un tiret au début pour dire que c'est une nouvelle option. Puis après ça, après le tiret, il va avoir comme c'est quoi l'option que je veux avoir. Fait qu'ici, pour volumes, je peux avoir plusieurs binds possibles. Fait que je dis, j'ai le dossier courant, le point, qui est bindé au container dans le dossier MyDir. Puis je pourrais avoir d'autres bindings. Fait que je pourrais dire, va dans Other Directory, puis bind ça dans mon container au directory suivant. Puis je pourrais en avoir autant que j'en ai besoin. Donc le tiret ici, c'est quand j'ai des options qui ont besoin d'avoir plusieurs possibilités. Le tiret fait juste dire la prochaine dans la liste. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Excellent. Fait qu'on a le volumes, puis on peut aussi forcer le nom du container pour pas que ça soit Belzebub Arelia. Là. Comme ça ici. Fait qu'une fois qu'on a tout ça... Pourtant, c'est plutôt le fun, leur nom de container. Effectivement, mais... Ah, les développeurs puis les Easter eggs, là, ils aiment bien eux autres. Yeah. Fait que ici, je peux faire mon Docker Compose, puis je peux dire run ce service-là avec juste l'option que je veux avoir. Ici. Je suis dessus. Pas mis quelque chose? Ah oui, parce que j'ai gardé le 0xx, excellent. Fait que j'ai mon Docker Compose qui a fait mon run. Je peux voir qu'il a fait des choses pour le Docker Compose, mais après ça, je peux voir ici qu'il a commencé à exécuter mon application. Puis je peux voir que dans mon dossier courant, j'ai maintenant le fichier voulu. Si je fais un open, je peux voir que il l'a effectivement téléchargé correctement. Tout est beau. Donc, première chose qu'on voit aujourd'hui, on a le principe de j'ai maintenant une méthode alternative pour être capable de faire mon Docker Run. OK, donc, où c'est que je peux mettre toutes les options à un seul endroit. Donc, si je fais Docker ps-last one, je peux voir ici que j'ai mon container, okay, qui était il y a 1 minute, qui a roulé. On peut voir ici qu'il a donné un méga nom, là, okay. Mais le principe, c'est qu'il a réussi à rouler le container sans problème. J'ai réussi à pousser ma fenêtre de l'autre bord. Merci. Qui a réussi à rouler le container avec le Docker Compose. Fait qu'on est capable de décrire comment rouler des containers avec notre Docker Compose. Oui, Saïd. Moi, j'arrive pas
On dirait que j'arrive pas à build le Docker Compose. Ça me dit que ce fichier-là n'est pas dans le même répertoire que... Ben ici, est-ce que tu as bien copié le Dockerfile initial dans le même répertoire que où il y a ton Docker Compose? Ouais. Parce que ça serait supposé être juste ça, là. J'ai juste 2 fichiers en ce moment. Au pire, on checkera Moi, tantôt ensemble. je sais l'affaire de YouTube DL. Hein? J'arrive pas à créer, à faire le Docker Run, Docker Compose Run YouTube DL. Est-ce qu'il dit autre chose ou qu'est-ce qu'il dit? Commande introuvable. Ok. Si tu fais juste Docker Compose seul, ça dit quelque chose? Ça, j'ai réussi à créer une image, fait que je sais qu'il me manquait le Docker Compose, j'ai été obligé de l'installer. Ben c'est ça là. Parce que si tu me dis commande introuvable, habituellement c'est que tu n'as pas comme fermé ton terminal puis le réouvert après que tu as installé Docker Compose pour qu'il soit dans la liste. Là. Comme si tu marques juste Docker Compose tout seul, est-ce que ça te donne des options? Ou ça te dit commande introuvable? Ça me donne des options. OK. C'est quoi la commande introuvable d'abord qui te dit quand tu essayes le... Quand que je fais l'affaire de justement Docker Compose Run YouTube DL Ouais. Ubuntu. Fais attention ici qu'il n'y ait pas le signe de dollar non plus à l'avant. Là. Peut-être que... non, je l'ai pas. Ici, fais attention, tu as créé ça dans un dossier Part 2, mais t'es pas dans Part 2 parce que Part 2 en ce moment, c'est en minuscule. Fait que okay, tu ne sembles pas dans le bon dossier. Ouais. Là, je vais faire pareil que Said. Moi, en ce moment, je suis dans comme le dossier principal de mon affaire. Là. Je suis pas dans Part 2, là, je l'ai laissé de côté. Il y a toutes mes réponses dedans. Là. Je vais pas vous montrer ça. Ouais, tu as laissé le dollar à l'avant de ta commande. Il y a un dollar de Attends, trop je là-dedans. vois pas. Il y a moi, 2 dans fois le le texte. dollar dans ton screenshot, là. Ah si, le vide devant le Docker Compose. J'avais pas vu. Alright. On est bon. Ça m'apprendra à faire du 60 heures semaine. J'ai un streamer que j'écoute qui vient tout juste d'avoir un bébé, là. Fait que il a streamé pour la première fois, là, puis il faisait aucun son. Je trouvais ça bien drôle. OK. Comme mec qui dit le COVID, ça rentre en plus de faire 60 heures semaine puis 9 cours. 25 heures semaine puis 9 cours. Ouais. Trouver des stages, puis... Ouais. Alright. Fait que on a le principe de je suis capable d'avoir une manière facultative de travailler. Ça y est, as-tu une autre question ou j'étais encore la main levée? Non, je suis désolé, j'ai oublié ça. Parfait. Fait que on va commencer à travailler avec d'autres containers. Fait qu'on n'aura pas besoin d'utiliser le build ici. Là. On pourrait utiliser image à la place pour que ça aille chercher une image déjà préfaite. OK? Donc, on va commencer puis on va regarder un container qui s'appelle Who Am I? Fait que le container Who Am I, son seul but, si on regarde le Dockerfile, c'est d'être capable de regarder à l'intérieur de lui-même c'est quoi le container ID. Okay? Fait que le but de ce container-là, c'est de faire un print de son container ID. Puis après ça, ça l'exit. Fait que par HTTP en passant. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux rouler ça. OK. En ce moment, on peut voir que je n'avais pas l'image, elle la télécharge. Parfait. Je peux voir que ça me l'affiche ici. Puis, wow. OK. Fait que ici, on a vu qu'on a mis l'option D. Hein, ça veut dire quoi l'option D déjà? Daemon. Exact. Si je roulais en background. Exactement. Ça veut dire qu'en ce moment, si je fais mon Docker PS, on peut voir que il est en train de rouler. OK. Puis son but ici, c'est d'être ça permet de répondre à des requêtes HTTP. Là.
Fait que ici, si je m'en vais sur mon gentil localhost port 8000. Pourquoi 8000? Parce que je l'ai indiqué comme étant le port qui était... Lui, il va sur le port 8000, puis je dis, moi, ça va être sur le port 8000 aussi. Fait qu'on peut voir ici qu'il répond avec cet élément-là. OK? En passant, quand vous êtes en train de tester ce genre de choses-là, vous pouvez facilement utiliser la commande curl pour être capable de faire la même chose. Hein? Donc, curl te permet de télécharger quelque chose puis d'afficher le contenu directement dans la ligne de commande. C'est souvent beaucoup plus facile que taper dans ton adresse de browser. Donc, curl, un outil intéressant. Fait que on a ici, tout ça c'est bon. Fait que le principe ici, c'est que je veux être capable de rouler ça dans un environnement avec Docker Compose. Fait que pour l'instant, on va arrêter ce container-là. Parfait. Juste pour être certain qu'on ne l'aille pas dans la liste. Fait que je vais reprendre ici. Fait que je vais reprendre qu'est-ce que j'avais ici. Puis on va avoir une nouvelle version du Docker Compose qui va avoir le service Whoami. Puis à l'intérieur, on va avoir la même image que j'avais. Puis tout de suite, le port que j'avais tantôt. Fait que là, à la place d'avoir une méga commande comme ça, je peux tout simplement avoir la commande. Puis là, si je reviens pour regarder les différentes commandes, celle qu'on va utiliser la plus souvent, ça va être le Docker Compose Up. Donc, le Docker Compose Up me permet de regarder les différents containers dans le Docker Compose et de les partir puis de les exécuter. Fait que ici, on peut faire le Docker Compose Up. Puis, encore une fois, on peut rajouter l'option "-d" pour être capable d'avoir ça en arrière-plan pour ne pas avoir à pour pas prendre la ligne de commande puis pour faire en sorte que ça roule derrière puis qu'il n'y ait pas rien de spécial qui se passe. Fait que à partir de là, si je réessaye mon curl, je peux voir que ça me donne un autre numéro d'ID, parce que chaque container a son propre ID. Fait qu'il y en a reparti un autre. Ça semble bien fonctionner. Tout va bien. Pour être capable de arrêter cette affaire-là, on va avoir, si on regarde, on en a différents. Là. Donc, on peut voir qu'on a le stop, donc qui va arrêter les containers. Puis on pourrait après ça refaire un start si on veut. Fait que mettons ici j'ai un docker stop. Docker compose stop. Stop. OK. Fait qu'on voit que ça l'a arrêté le container, mais je pourrais le repartir. Ici, si je refais mon curl pour le fun, on peut voir que ça marche pas. Mais si je fais un start, il repart et le réactive. Puis, quand je fais mon docker stop, docker compose stop, puis docker ps, je peux voir que il est quand même ici dans la liste. Si je veux l'enlever de la liste, je peux faire un docker compose avec, si on regarde dans la liste, là, on avait down. Fait que si, non seulement ça va arrêter les différents containers, mais ça va aussi les enlever. OK? Donc, on peut faire le docker compose down. Puis on peut voir qu'à ce point-là, OK, il a enlevé le container. Puis on peut voir aussi qu'il commence à travailler sur un réseau, parce qu'on va voir que dans le principe de Docker Compose, ça crée comme son propre sous-réseau pour la composition.
Fait qu'il est capable de gérer ça. Maintenant, si je refais la même chose, je peux voir que c'est pas le même, ok, c'est celui de tantôt parce que celui qui était ici a été délité. Fait qu'on est capable de travailler avec une image qui vient de l'extérieur. On est capable de la faire rouler avec le Docker Compose Up, puis on est capable de l'arrêter avec le Docker Compose Stop ou la repartir avec le Start. Puis on peut l'enlever de notre liste de containers avec le Docker Compose Down. Oui, Saïd. Oui, donc le who am I, c'est le nom du container. Hein? Exactement. Donc, On peut mettre n'importe quel nom. Ben, ici, oui, le nom du service. OK, fait que ça, c'est pleinement moi qui ai décidé d'écrire ça. L'image, par exemple, non, parce que l'image est basée sur l'emplacement de c'est quoi l'application que j'utilise. Cool. Est-ce que c'est clair entre les deux? Oui, à deux places. Excellent. Parfait. Important de mentionner que, bon, on a les images, on a les ports, on voit qu'on avait aussi les différents volumes, on peut changer le container name. Donc, c'est toutes des choses qu'on était capable de faire manuellement dans la commande Docker Run. Puis, c'est toutes des choses qu'on peut réavoir dans le Docker Compose. Un autre élément qui est intéressant dans le Docker Compose, on peut override des variables d'environnement. Okay, donc, on peut avoir la section environnement, où c'est qu'encore une fois, on a une liste de variables d'environnement, donc on les délimite avec des tirets. Puis après ça, ben, on a le nom de la variable est égal à la valeur, de la même manière qu'on pourrait l'avoir dans un Dockerfile. Donc ça va être utile quand on va vouloir rajouter des variables d'environnement ou sinon modifier des variables d'environnement déjà existantes qui pourraient exister dans le container. Donc, ici, il va y avoir des exercices qui vont venir avec ça. Fait que là, on va commencer à parler d'évolutivité, de scaling. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Docker Compose, c'est qu'on peut facilement étendre le nombre de différents containers quand je travaille avec. Fait que, si je reprends, bon, ok, je fais un petit clear, on avait vu que le Docker Compose Up, ça me permettait de faire marcher un container. Mais si je veux, je peux facilement en avoir plusieurs avec le scale. Donc, le scale ici va dire, bon, allume-moi tous mes différents services. Mais à partir de là, on va avoir ici le who am I que je veux 3 fois. OK, fait que cette commande-là va dire essaye de partir 3 fois who am I. Fait que si j'essaye ça, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Si on regarde ici. Fait que déjà là, il y a un warning, là. OK? On va faire fi du warning parce que ça nous dit c'est quoi le problème. Fait qu'on peut voir ici, ça crée le premier container, ça commence à créer le deuxième container, ça finit de créer le premier, puis en créant le deuxième, on n'est même pas encore rendu au troisième, ça me donne une erreur. Puis là, ça me dit « Host is already in use by another container ». Fait que là, je peux voir ici, j'ai un problème où c'est que le port 8000 est déjà alloué. Là, je suis comme « Fuck, c'est vrai. Ici, j'ai dit que pour ce service-là, tu prenais le port 8000 qui venait du bord du container, puis tu l'associais au port 8000 sur le host. Fait que le premier container, il est capable de faire ce lien-là. Mais quand le deuxième container, sur son port 8000, essaie d'aller sur le port 8000 du host, le host, il dit « Moi, je suis déjà bindé avec le premier. Là. Je peux pas me débinder ou me double binder pour toi. » là. Donc, le binding, c'est point-to-point. On ne peut pas avoir plusieurs communications à travers le même port. Fait que c'est là que ça cause une erreur, puis on n'est plus capable de le faire fonctionner correctement. OK. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger notre affaire? On avait vu dans la partie 1 qu'on a une deuxième nomenclature pour les ports. Je peux juste faire fi du deuxième paramètre, puis de juste dire c'est le port 8000 qui est important dans le container, bind-le sur un de la gang qui est intéressant.
En passant ici, on va juste s'assurer qu'il n'y a rien qui roule. Ouais, tu vois, il a continué à rouler, fait qu'on va le downer ici. Down-moi ça. Excellent. Donc, le principe ici, c'est qu'on a changé notre Docker Compose. À la place de dire tu vas de Power 8000 à 8000, je dis tu vas Power 8000 à quelque chose. Choisis, je m'en fous un peu. Fait que si je réessaye ma même commande, donc encore une fois, on essaye de partir 3 fois de suite un container avec l'image Who am I, on va voir que ces 3 fois-là, ça marche. Oui, Adam. Du coup, vu qu'on le bind de 8000 dans le container, mais un port inconnu pour le moment sur l'ordinateur, sur l'host, comment on fait pour demander qu'ils affichent c'est quoi le port de l'host? Excellente question. Donc, si on regarde ici, on peut aller demander au Docker Compose, le port qui a été utilisé. Là, en ce moment aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, je n'ai pas utilisé l'option. Je reviens à ta question dans un instant, là, mais je vais juste regarder un peu le Docker Compose ici. Donc, je n'ai pas utilisé l'option D. Fait que je peux voir ici qu'il se passe tout le code, puis c'est directement dans mon affaire. Je pourrais peser sur CTRL-C pour l'arrêter. Puis, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que chacun va faire des outputs, puis il va me les catégoriser dans les affichages. Fait que je peux voir ici que j'ai 3 outputs disponibles qui tous écoutent sur leur Power 8000. Mais là, pour savoir c'est quoi le Power 8000 de chacun, il va falloir s'ouvrir une deuxième petite fenêtre de commande puis demander à Docker Compose. Fait qu'on a l'option port. Ici, admettons, je fais un help ici. Là. Fait que ça va ici m'afficher le port qui a été utilisé. OK? Fait que je peux ici faire Docker Compose port. Puis si j'essaye juste le Who am I 8000, je sais pas s'il va toutes mes données d'une shot. Non, il m'en donne juste un. Mais avec l'option ajouter de index, en sachant que j'en ai plusieurs, ça devrait sûrement me donner le même. Ouais, c'est ça. Je peux voir ici les 3 ports qui ont été utilisés pour chacun. Fait que là, ça veut dire que si je fais un curl sur 32, 7, 6, 8, ça c'est l'adresse du premier. Si je fais 32, 7, 6, 9, ça c'est le ID du deuxième. Puis si je fais là, j'ai fait 68, 69, puis il va y avoir 70. Oups. J'ai dit 70, pas 90. J'ai les 3 qui ont été créés. N'est-ce pas merveilleux? C'est magique. Fait que là, ici, on va essayer de simuler un équilibrage de charge. On va simuler un projet de load balancing. Fait que c'est quoi le but du load balancing? C'est de dire, ben, mettons, j'ai 1, 2, 3, 4, 12 serveurs qui font toutes la même chose. Puis quand j'ai une nouvelle connexion, je veux l'envoyer à le premier. J'ai une deuxième connexion, j'envoie au deuxième. J'ai une troisième connexion, j'envoie au troisième. J'ai une quatrième connexion, j'envoie au quatrième. Donc, ça va me permettre de distribuer la charge que j'ai sur mon serveur. Okay? Parce qu'après ça, chacune des connexions va comme faire plein de calculs ou faire plein de choses, envoie une application, travaille sur une base de données. Donc, tous ces principes-là, ça va... J'ai un load balancer qu'on avait vu, qui était même disponible sur Azure, des choses comme ça. Puis, derrière ce load balancer-là, j'ai mes différents services qui sont disponibles. Fait qu'on va aller regarder comment faire ça. On n'ira pas dans les détails de comment avoir le load balancer directement sur Docker. Ici, ce qu'on nous fournit, c'est un projet qui va automatiquement le proxyer. Okay? Donc, le principe ici,
c'est un proxy automatique avec Nginx. Nginx, Nginx, je ne sais pas comment le dire. Je le lis, mais je ne sais pas comment le prononcer. Moi, je dis Nginx dans ma tête, mais on ne sait jamais. Nginx. Nginx. Attends. How to pronounce Nginx? Nginx. Attends. 2 morceaux de robot pour Frédéric. Nginx. Donc, le principe ici, c'est qu'on est capable de rouler ça. On lui donne des informations sur notre lien avec Docker. Puis lui, il va être capable automatiquement de faire un lien entre les différents containers. Fait que le principe ici, c'est que je vais retourner dans mon Docker Compose. Donc, premièrement, on va Docker Compose down tout cela. En fait, je n'ai même pas besoin d'aller ici. Je peux revenir en arrière. Puis, maintenant que je suis ici, je peux faire un CTRL-C. Puis, ça les arrête. Puis, je peux faire un Docker Compose down. Puis, ça va les détruire. Parfait. Fait que le principe ici, c'est je vais avoir un deuxième service. OK? Fait que je vais avoir un deuxième service. Je ne veux pas avoir un accès direct aux différents containers qui vont être dans une Who Am I. Le principe, c'est que je vais avoir mon proxy. Mon proxy avec un réseau privé, OK, va avoir un lien avec les différents Who Am I. Puis moi, venant de l'extérieur, je vais regarder ça, puis après ça, aller dans les différents éléments. Mais ça veut dire que j'ai plus besoin d'avoir un accès direct à ces containers-là. Fait que j'ai plus besoin du port. À partir de là, je peux rajouter mon deuxième service. Hein, donc, j'avais le service de Who Am I. Là, je veux le service de proxy. Donc, dans le service de proxy, on va avoir notre image, qui est l'image du Nginx proxy. Fait que lui, pour fonctionner, il faut qu'il soit capable d'aller travailler avec la liste des différents containers. Hein, parce que pour qu'il soit capable de piper ça, il faut qu'il sache c'est quoi les différents containers, puis c'est comment ils marchent. Fait que ici, le principe fondamental, quand j'ai besoin d'avoir quelque chose qui a connaissance qu'il est sur Docker, il faut que j'aille chercher le socket de Docker. Donc, on a ici la commande qui nous permet de faire ça. Donc, on bind un volume, où c'est que je dis dans mon ordi, dans var run, j'ai mon docker.socket. Puis ça, c'est un lien de fichier avec comme toutes les informations de Docker. Puis après ça, lui peut l'utiliser de sa part, mais on fait attention ici, on est en read-only. Okay, ça veut dire qu'il ne pourra pas arrêter des containers, il ne va pas pouvoir en créer d'autres. Il va juste pouvoir reconnaître les informations des différents containers. À partir de là, on veut être capable d'aller chercher les informations sur le load balancer. Fait que lui, il va falloir qu'il soit accessible de l'extérieur. Fait que à ce point-là, on va avoir les différents ports. Un port, en fait, qu'on va dire le port directement 80. Fait que si j'essaie ça, ça devrait commencer à être intéressant. Pas encore complètement, mais proche. Fait que, encore une fois, je mets le -D parce que je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux juste que ça marche. Blablabla. Ici, j'ai oublié de mettre un tiret. Et ici, ça c'est bon. Je veux... ici, j'ai une question de Frédéric. Si tu écris ARXW, est-ce que ça change quelque chose? Ben, pour savoir ce genre de questions-là, hein, quand tu t'en vas ici dans Volumes, il devrait... Bla 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 bla.
pas un overview, moi je veux la référence. Value. Attends, on va essayer de l'ouvrir un petit peu. Là. J'ai pas, en ayant pas assez de place, on voit pas ce qui se passe. Parfait. Moi, je veux volumes. Ici. Fait que on a ici les seuls deux qu'on a, c'est Aero et RW. Ici, attends, je sais être certain. Ouais. Le principe, c'est que c'est à un niveau un petit peu au-dessus. OK? Fait que à l'intérieur, il peut être exécuté ou pas, mais comme lui va juste te laisser le lire ou l'écrire. OK. L'exécutable, tu peux changer par toi-même. Après ça, si c'est en write, en général. OK. Oui, j'avais fait une petite erreur, fait qu'on essayait ça ici. Ça va télécharger l'image que j'avais pas déjà. Fait que là, ici, ça va me partir 4 containers, avec juste un Docker Compose up, là. Parce que je lui ai dit, mets les up, fait qu'il va au moins en essayer d'en avoir un de chaque. Puis j'ai dit, pour le Who Am I, mets en 3 d'ouvert. Fait que là, ici, j'essaye. Plein d'espoir sur le port 80, puis ça me dit, ça marche pas. Puis là, je suis triste. Ben ici, le principe, c'est que tout seul, okay, sans aucune autre configuration, le proxy ne va pas l'envoyer à n'importe quel container. Donc, il faut être capable d'envoyer une information à lui. Donc, quand je regarde la documentation du NGX proxy, ça me dit pour commencer à travailler avec différents containers, il faut setter une variable d'environnement qui s'appelle virtual host pour le nom quelconque d'un domaine que tu veux utiliser. Donc, ça veut dire que pour le Who Am I, il va falloir que j'ajoute cette variable d'environnement-là pour dire, hey, ces containers-là, là, utilise-les avec le reverse proxy. Fait que, on va changer ça ici. Fait que pour le Who Am I, on va se donner une variable d'environnement qui s'appelle virtual host. Puis là, ici, on va tricher un petit peu. Parce que le principe, c'est que je veux utiliser une adresse qui va faire référence au localhost. Hein? Donc, je vais avoir une adresse qui va pointer vers 127.0.0.1. Donc, je pourrais commencer à travailler dans mes host files puis faire des choses comme ça. Mais il existe un domaine qui s'appelle Coloslot, qui va automatiquement pointer vers toi-même. Donc ici, le principe, c'est que si je ping cette adresse-là, ça pointe automatiquement sur 127.0.0.1. OK? Ici, c'est un anagramme de localhost, là. Coloslot, localhost. Tu jumble les lettres. Donc, on va ici utiliser Coloslot. Puis, on peut mettre n'importe quel sous-domaine dessus. Fait que, who am I? Ouais. Coloslot.com. Comme virtual host. Fait que, on repart ça. Oups. Un petit peu plus gros, s'il te plaît. Merci. Docker compose down. Puis on le repart. Excellent. Puis si je réessaye,
Oups. Ça a pas... Ah oui. Faudrait que je le mette à la bonne adresse. Fait que ça pointe vers 127.0.0.1 qui va ensuite tomber sur mon reverse proxy. Le reverse proxy regarde l'adresse qui a été assignée, puis va l'envoyer à un container qui a ça comme virtual host. Fait que ça me l'a envoyé sur ce container-là. Là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est configuré pour avoir du load balancing par défaut. Fait que si j'accède à la même adresse, ça m'en donne un différent. Puis, je pense qu'il s'est topé en round robin automatique. Fait qu'en ce moment, à chaque fois que je l'exécute, il va juste faire, OK, en boucle, le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, le deuxième, le troisième. N'est-ce pas magique? Non, c'est de la technologie. Alright. Fait que ça me permet de travailler avec le principe de Docker Compose qui va travailler avec plusieurs containers en même temps. Puis non seulement ça, on peut voir ici qu'on peut facilement modifier des configurations pour être capable de augmenter le scaling d'un certain nombre de containers derrière. Parfait. Je pense que on est bon pour une petite pause. Fait que mettons qu'on se donne un petit 10 minutes de pause. On se retrouve à 15h10. Donc, on vient de prouver notre Docker Compose qui est capable de faire du load balancing à travers un reverse proxy. Donc, si on revient sur qu'est-ce qu'on avait ici, on avait un proxy qui est capable de regarder les différents containers qui existent dans Docker, qui va regarder les variables d'environnement virtuel, les variables d'environnement virtual host, puis quand on va voir une adresse reliée à ça, on va être capable d'envoyer l'information à cet élément-là. Donc, avec ça, on est capable de compléter un load balancing avec nos différents éléments. On va regarder qu'on peut avoir ça d'une manière plus large avec le reverse proxy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compose down pour l'instant. Puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est rajouter d'autres services qui vont aussi être derrière le reverse proxy. Fait qu'on va avoir notre reverse proxy. En ce moment, on a 3 WhoAmI qui vont recevoir de manière balancée la charge de travail. Puis là, on veut se faire 2 autres serveurs web qui vont être capables de fournir des pages web au besoin. Fait qu'on va se créer les plus petites pages web qui existent sur cette planète. On a donc ici 2 fichiers HTML dans leur version les plus petites. Donc il y a juste une ligne de texte à l'intérieur. Puis on va vouloir être capable de présenter ça sur notre reverse proxy à 2 adresses différentes. Fait que pour être capable de servir ces différentes pages web-là, il va nous falloir un serveur web. Donc, Nginx, c'est en fait un serveur web par défaut. Là, ici, on l'utilise comme reverse proxy, mais ça peut très bien être juste un serveur web. Fait qu'on va se créer 2 nouveaux services qui vont être capables de gérer, servir des pages web. Ici, ça devrait être Shift Temp. Excellent. Fait que si on regarde, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? On a nos services. Donc, on a notre container WhoAmI qu'on va scaler 3 fois pour être capable de
en avoir 3 en load balancing. On a le proxy qui va être capable d'aller regarder les différents containers pour aller chercher les containers avec le virtual host pour aller le pointer vers la bonne adresse. Puis on a 2 autres containers qui vont les deux utiliser une image de Nginx, qui vont être hostés sur 2 adresses différentes, puis qui vont avoir un lien, OK, sur notre autre pour les fichiers qu'il faut aller servir sur le site web. Donc, par défaut, dans l'image Nginx, c'est dans User Share Nginx HTML qu'on va aller déposer les différents fichiers qu'il faut qu'ils soient servis sur la page web. Fait qu'on dit le index.html de là, lis-le à notre world.html ou notre hello.html qu'on a créé de notre barre. Fait que ça va créer 2 sites web qui vont être accessibles à 2 adresses différentes, tout en gardant notre premier, okay, toujours disponible. On essaye ça. Pour voir ce que ça donne. On peut voir ici qu'il n'a pas pris beaucoup de temps pour partir ça, parce qu'en fait, l'image qui est ici est basée sur celle-là. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de la télécharger, il l'avait déjà en mémoire. Fait que maintenant, si j'essaye l'ancienne adresse de Whoami, je peux voir que ça marche encore. Je peux voir qu'il y en a encore 3 qui se basculent la charge de travail d'un à l'autre. Mais si je décide de changer l'adresse, ben lui, quand il va voir l'adresse, il va aller me pointer sur le bon container de Nginx, puis il va me faire juste exécuter, ben, il va juste me faire parvenir le beau fichier. Je veux pas hello, je veux... Tu peux voir ici, ok. Tous ces éléments-là sont bien reliés. Le Who am I aussi, tout semble bien beau. Dernière chose à remarquer, c'est qu'est-ce qui arrive si je change l'un des fichiers, ok, live là. Fait que mettons ici, je m'en vais dans le world, puis je tape des points d'exclamation. J'ai dit des points d'exclamation, merci. Qu'est-ce qui arrive si j'essaye de rechercher cet élément-là? Ben, je peux voir que ça a changé de manière dynamique parce que j'ai parti mon container puis j'ai fait un lien direct avec le fichier sur mon autre. Fait que si je change le fichier sur l'autre, ben, quand lui il va aller regarder la requête, il va aller voir la nouvelle version du fichier modifié puis ça me donne okay, une modification instantanée. N'est-ce pas merveilleux? Fait que on a pu voir qu'on peut travailler avec le Docker Compose pour être capable d'avoir des liens entre les différents containers. On peut voir qu'on peut scaler les différents containers, puis on peut voir qu'on peut créer des structures, des architectures complexes à l'intérieur d'un seul fichier de configuration. Puis à partir de là, la commande okay, Docker up, Docker down, ça me permet de tout gérer d'un coup. Parfait. Tout ça c'est beau. Tout ça c'est beau. On est bon. OK. On continue. Fait que on va aller regarder comment est-ce que le Docker Compose travaille avec la réseautique entre les différents containers. Donc, le principe ici, c'est que pour chaque service qui est à l'intérieur du dockercompose.yaml, on va automatiquement créer un réseau sur lequel tous les différents containers dans l'onglet service vont être interconnectés. Fait que ça veut dire que de faire des connexions à l'intérieur d'un Docker Compose est très facile.
Non seulement ça, les différents noms que je donne au service vont être utilisés comme nom de domaine à l'interne de ce réseau-là. Fait que ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ces noms-là pour être capable de facilement faire savoir, sans savoir c'est quoi l'adresse IP derrière là, ou quoi que ce soit, sans savoir c'est quoi l'adresse, puis je vais pouvoir connecter mes différents services ensemble. Fait que à partir de là, on va aller regarder comment construire une application qui utilise une base de données, puis qui utilise un outil de configuration pour être capable d'aller travailler avec cette base de données-là. OK? Fait que le principe ici, avant de commencer à aller ça, on va aussi parler des réseaux entre différents Docker Compose. Donc, on peut, dans la liste, OK, donc on est ici, là, on a la version, on a les différents services, puis on va aussi pouvoir avoir dans l'onglet comme principal, là, au même niveau que service, l'onglet Networks. Donc, l'onglet Networks va me permettre de créer des noms de réseaux avec lesquels je vais pouvoir me connecter entre différents Docker Compose. Fait que ici, je peux me créer le nom que je voudrais utiliser, puis je pourrais lui donner un nom. Fait que quand je vais faire un Docker Compose avec ça, fait que ici, je vais faire le Docker Compose, juste un hop tout seul. Ici. Je peux voir que, bon, il me dit que ils ont été définis, mais ils ne sont pas utilisés par aucun des services, là, c'est parce qu'on ne les a pas linkés ensemble. Là. Mais le principe, c'est qu'il a créé ce réseau-là. Puis, si j'avais besoin de l'utiliser entre différents Docker Compose, je pourrais le connecter dans un autre fichier de Docker Compose en disant que les networks sont externes, puis utilisent ce nom-là qui va aller faire un lien avec celui-là ici. Fait que même si mes différents containers, mes différents services ne sont pas à l'intérieur des mêmes Docker Compose, on peut quand même aller les chercher puis aller travailler avec. On va faire un down pour être certain de tout enlever ça. Excellent. Fait que on va aller setuper ici une architecture complète pour travailler avec une base de données. Fait que on va aller installer Redmind, qui est une application de project management. OK, donc ça me permet de dire telle personne travaille sur tel projet, puis elle a tant de temps, puis c'est requis pour telle autre personne qui travaille sur tel autre projet. OK, donc on est capable d'avoir un project management software. Cette application-là a besoin d'avoir une base de données derrière. Donc ici, on va utiliser... attends, je vais enlever les autres tables, on commence à avoir trop de tables. Fait qu'on a Redmind qu'on va installer. Redmind a besoin de Postgres, OK, donc la base de données Postgres, qui a une image Docker aussi. Puis on va utiliser AdMiner, qui va être un portail pour faire l'administration de ma base de données SQL. Okay, donc, à la place de comme rentrer des lignes de commande, là, puis avoir comme des possibilités de bris et ainsi de suite, ou en tout cas de mauvaises commandes, on ne sait pas trop, on va utiliser un portail web pour être capable d'aller travailler dessus. Si vous avez utilisé des choses comme PHPMyAdmin ou des choses comme ça, c'est le même principe. Est-ce que vous avez utilisé des portails pour travailler avec des bases de données externes? Ça vous dit quelque chose, ça, ou c'est inconnu? Connu, inconnu? PHPMyAdmin, ça me dit de quoi, mais c'est genre la première session, je pense il en avait parlé, le prof de DB. Fait que le principe ici, c'est tu as un site web, puis le site web... attends, je sais pas si on a un exemple, là. Je veux...
Des images? Donne-moi des images. OK. Fait que le but de PHPMyAdmin, donne-moi une image. Je veux des images. Merci. Image, merci. Le but de PHPMyAdmin, c'est un site web qui se veut être une affaire qui te permet de voir et de travailler avec ta base de données SQL. OK? Donc, tu te connectes à différents types de bases de données. PHPMyAdmin est fait initialement pour MySQL ou MariaDB. Puis à partir de là, ben, il y en a d'autres qui sont créés pour les bases de données Postgres. Il y a Adminer qui est capable de travailler avec. Fait qu'on veut être capable de setuper Redmine, Postgres et Adminer, okay, qui te prendrait un après-midi à configurer de manière manuelle. Fait que nous autres, on va faire ça en une quinzaine de minutes. Excellent. Donc, Michel, il vous l'a fait utiliser un moment donné. C'est quelque chose que vous avez vu dans votre vie. On dit XAMPP. XAMPP. Ouais, ça ressemble à ça. Blablabla. Ok, ouais. Y a-t-il comme un configurateur qui vient avec? Ou c'est plus comme juste un utilitaire? Ouais, non, c'est pas exactement ça, par exemple. Mais bon. Fait qu'on veut être capable de travailler avec ces différents éléments-là. OK? Parfait. Fait que on va commencer, puis on va aller créer notre Docker ici pour notre... ben ici, ce qu'on veut, c'est utiliser Redmine, utiliser Postgres, puis utiliser Adminer. Fait que là, il faut aller voir comment créer les Docker Compose pour chacun. Fait que si on s'en va voir ici, pour Redmine, hein, dans les images officielles de Redmine, je peux aller voir qu'on a à l'intérieur plusieurs différentes versions possibles. Donc, on a le Docker Run que je peux utiliser directement, dépendamment si j'utilise avec Postgres ou MySQL. Puis, je peux voir ici, oh shit, voici une configuration déjà préfaite pour Redmine avec Docker Compose. Ben, ça sonne comme quelque chose que je veux, moi. Fait que je vais prendre ça. Puis, je vais prendre la partie qui m'intéresse. Puis, on va mettre ça straight ici. Fait que je peux voir ici, j'ai le Redmine qui va utiliser l'image Redmine. Je peux voir ici, c'est marqué Restart Always. Ça me permet de dire quand je reboot Docker. Fait qu'habituellement, si, admettons, il y a une panne de courant, puis mon ordi repart, c'est quoi la politique pour le container? Fait que always, ça va dire en sorte que je veux que le container soit tout le temps up. Ok, s'il crash, je veux que tu essaies de le repartir. Si Docker repart, je veux que tu essaies de le repartir. Et ainsi de suite. Après ça, on peut voir que j'ai les ports par défaut. Ok, donc lui est sur 3000, nous autres on va aller sur 8080. Puis après ça, on a des variables d'environnement qui vont me dire c'est quoi les différents éléments qu'il y a à l'intérieur. À partir de là, je peux aller travailler avec d'autres éléments. Ici, bon, dans les environment variables, on peut voir que en ce moment, il y a Redmine DB MySQL. Pas exactement ce que je recherche. Moi, je recherche Redmine Postgres. Pour savoir pourquoi je voudrais utiliser celui-là. En ce moment, les spaces, c'est 2, s'il te plaît. Indentation. Merci. Fait que si je regarde dans la documentation de ça, je peux aller voir c'est quoi les différentes variables d'environnement. Fait que je peux voir ici, dépendamment de quel type de base de données que j'utilise, je peux soit avoir Redmine DB-SQL, soit Redmine Postgres ou Redmine DB-SQL Server. Fait que nous autres ici, c'est Redmine DB Postgres qu'on veut utiliser. OK? Ensuite, je peux voir que
le nom de l'host auquel je veux aller me connecter. Ici, on l'a appelé DB. J'aurais pu l'appeler patate ici. C'est le nom du host auquel je vais me connecter. Mais si je vais être capable de faire ça, si je regarde ici dans l'exemple donné, pour me connecter à DB, il faut que j'aille un DB qui existe comme autre container possible. Ici, ce nom-là est automatiquement créé comme un nom d'hôte qui va pouvoir se connecter à l'adresse IP de celui-là. Fait que j'ai mon DB Postgres, ainsi de suite. Fait que là, ici, il faut que j'aille une image qui fasse ça, mais là, ici, on va avoir une image de Postgres. Fait que si je m'en vais voir comment faire un setup de Postgres, encore une fois, même principe, on a un exemple de à quoi peut ressembler une image avec Postgres. Fait que je peux voir ici, j'ai mon DB. Qui est ici. Donc si on prend ça au complet, j'ai maintenant le Redmine. Redmine avait besoin de Postgres. Fait qu'ici, on dit j'ai Postgres qui est ici. Juste par principe, ici, on va changer la politique de restart là, parce que je veux pas que ça se reparte à chaque fois que je repars mon ordi. Là, on est juste en train de le tester. Puis on peut y donner ici juste un petit container name pour nous aider tantôt avec notre découverte de configuration. OK. Fait que on a notre Redmine qui utilise l'image de Redmine, qui va être sur un port spécifique, a ses variables d'environnement, se connecte à DB que je spécifie qui est une image de Postgres, puis que lui va avoir besoin d'un dossier de base, un mot de passe de base, que j'ai marqué exemple. Puis lui a aussi cette configuration-là pour dire, OK, ben je veux me connecter avec le mot de passe exemple. Alright. Voyons voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Bon, j'ai pas Redmine. Je pense que c'est Postgres parce que je l'ai utilisé pour un autre projet dernièrement. On va ouvrir ça un peu puisqu'il se passe des choses. Ici, quand on fait ça, il y a une première migration qui se fait parce que c'est comme la première fois qu'on l'exécute. Si on remonte, je ne sais pas si on va l'avoir jusqu'en haut ici ou s'il y a comme. Ouais, il a juste dépassé. C'est correct. Okay, ici, on a plein d'initialisation. Là, on serait pas mal prête pour être capable de travailler avec. Fait que si on s'en va sur oups, 80-80. Si on s'en va sur le port 80-80, on peut voir en ce moment, j'ai Redmine de prête à travailler. Donc, en place d'avoir dû l'installer, puis installer la base de données, puis les connecter ensemble, puis mettre les fichiers de configuration, puis moi, j'ai écrit un fichier de 20 lignes. J'ai marqué Docker Compose Up, puis voilà, je peux maintenant aller chiller durant mon après-midi. Parfait. Fait que là, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec les volumes. OK? Donc, le principe ici, c'est que quand j'ai créé cette affaire-là, si je l'arrête, puis je le repars,
on va voir que initialement, il va y avoir pas mal moins de stock qui se passe, OK, que la première fois qu'il y a eu un paquet de migration comme un premier setup. Fait que là, la question, c'est, on s'était dit, OK, habituellement, on a l'image qui est statique, puis habituellement, quand on a un container, le container est un espèce d'élément éphémère que si on arrête de comme travailler avec, ça disparaît. Ben, en fait, il y a une partie non éphémère qui est possible, qui est les volumes. Donc, les volumes avaient comme un espace à côté qui existait. Puis, on pouvait binder ça avec notre host. Ben, on est capable de créer des volumes tout seul qui vont être en fait des espaces d'écriture semi-permanente, donc qui vont se retrouver sur ton disque, qui va me permettre de retravailler sur les mêmes fichiers que j'avais initialement. Donc, tant que je ne détruis pas le container et le volume associé, je vais avoir ici la migration initiale qui a été faite, puis en fait, même chose pour la base de données. La base de données va être capable de garder les informations tant que le container et le volume qui s'est rattaché ne seraient pas détruits. Fait que comment je fais pour regarder c'est quoi ces différents volumes-là? On va regarder ici avec Docker Inspect. Fait que Docker Inspect me permet de regarder si je fais juste Docker Inspect, me permet de regarder différents objets. Donc ici, on va y envoyer un container. Donc db Redmine. Là ici, je ne vais pas rien mettre. On va juste voir tout ce qui se passe dans le Docker Inspect. Okay? Fait que dans le Docker Inspect, on a un paquet d'informations. Okay? Donc, on a le ID, quand est-ce que ça a été créé, c'était quoi le path, c'est quoi les arguments, c'est quoi l'état courant du container, c'est quoi l'image principale, c'est quoi le nom, c'est quoi toutes les informations qu'on pourrait penser vouloir avoir avec cette affaire-là. Puis, plus particulièrement, nous autres, on va vouloir voir la partie qui parle des différents mounts, les différents volumes qui viennent avec. Fait qu'on peut voir ici qu'il y a un volume qui a été créé, donc un emplacement qui va avoir des fichiers permanents. Voici le nom qui a été donné à ce volume-là. Pas exactement super descriptif comme nom. Puis je peux voir qu'il est sauvegardé dans un sous-dossier qui s'appelle var-lib docker volumes, le nom de mon ID, _data. Bon. Fait que j'ai maintenant un volume qui existe. Même principe, je peux aussi regarder, si je regarde les différents volumes, ok, je peux voir j'en ai plein en ce moment, puis il y en a un là-dedans qui devrait être 9488, ici. Ok, donc je peux voir ici, j'ai un volume local, donc quelque chose qui est sur mon ordi, un dossier qui représente quelles informations qui est supposé aller dans cette affaire-là. Je peux faire en sorte d'avoir un meilleur contrôle, un contrôle plus granulaire sur les volumes. Fait qu'ici, ce qu'on va dire, c'est, encore une fois, dans la partie principale, okay, au même niveau que service, je peux créer des volumes qui vont avoir un nom. Okay? Fait qu'en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va aller dans cette liste-là de volumes. Puis à la place d'avoir un volume qui a un nom bizarre, je vais avoir un volume qui va avoir le nom database. Comme ça, je vais pouvoir plus facilement me retrouver. Je vais être capable de plus facilement savoir qu'est-ce qui se passe. Puis une fois que j'ai ce volume-là, je vais pouvoir mettre une information qui vient avec à l'intérieur de ce volume-là, comme si c'était un dossier, mais le dossier va être automatiquement géré par Docker, il va juste mettre ça quelque part. Fait que je peux rajouter ça ici. Fait que si je refais mon Docker up, parfait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, excellent. Fait que on a les deux, ça continue à fonctionner, tout va bien. Mais maintenant, si j'essaye de faire un Docker volume ls,
je vais avoir à l'intérieur un nouveau volume qui, à place d'avoir le nom de toutes les chutes que j'ai marquées, va avoir le nom du dossier courant suivi du nom du volume. Ici, c'est juste pour nous aider, parce que s'il a besoin d'écrire 2 fois la même chose ou des choses les mêmes, il préfixe ça du nom du dossier courant. Fait que on a maintenant ce volume-là, puis à l'intérieur de ce volume-là, on a les différentes informations qui sont disponibles. Autre chose intéressante quand on travaille avec ce genre d'architecture-là. Donc, en ce moment, on sait qu'on a Redmine, puis Redmine a besoin de la base de données. Mais quand je les pars, lui essaie de partir les deux en même temps. Fait que souvent, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que Redmine va partir plus vite que ma base de données, puis il va commencer à essayer de se connecter à la base de données, puis il ne sera pas capable de se connecter. Puis, ça va nous créer des problèmes parce que on ne sera pas capable de dire « Hey, la base de données, elle s'en vient, là. Fais juste attendre un petit peu, s'il te plaît. » Fait que on a la possibilité d'avoir le « Depends on ». OK, donc le « Depends on » me dit « J'ai besoin que ça existe avant que tu roules l'autre élément. » Fait qu'on va l'essayer en ajoutant directement notre troisième partie, qui était Redmine. Redmine qui... ça c'est tout ce qu'on avait. Redmine, excuse-moi, pas la troisième partie. On peut juste l'ajouter ici à notre affaire. On est là, on est là, on est là. Donc jusqu'à présent, ça n'a pas causé de problème en tant que tel, mais... C'est par lock, plus que par autre chose. Excellent. Fait que là, on a les deux qui sont en train de partir. Fait que le principe, c'est encore une fois, on a différents fichiers qui vont être créés. Donc, si on va voir dans la documentation de Redmine, ça nous dit que tous les fichiers importants sont dans le sous-dossier Files. Fait que là, on se dit, OK, ce serait peut-être intéressant d'avoir un deuxième bucket, un deuxième volume de fichiers qui va nous permettre de sauvegarder ces éléments-là pour vision future. Fait que, on peut même canceller ça pour l'instant. Puis ici, je vais dire Files. Puis, je vais lui donner... le volume. Donc, encore une fois, j'utilise le nom du volume que j'ai écrit directement ici. Puis, ça va automatiquement aller mettre les fichiers dans un dossier quelque part, là, que je ne sais pas trop c'est où, puis c'est pas très important. Le principe, c'est qu'ils vont rester entre les différents up and down que je pourrais créer. Fait que, on repart ça. Parfait. Je regarde ici, je suis capable de travailler là-dessus. Si, admettons, je commence à me loguer puis écrire des choses. Sign in. Admin. Marche-tu, tu penses ça? Oh yeah, ça marche. Faut qu'il soit différent. OK. Password. Oh yeah. Ça c'est bon. Puis là, on peut commencer à aller travailler avec nous. OK, fait que je peux commencer à aller dans les pages. Attends, on va essayer de créer un projet pour le fun. New project. Ah ouais. Puis là, je vais l'appeler Mega Super Proj. OK. Puis, je crée le projet. OK, fait que quelque part, là, il y a eu une connexion qui s'est faite à la base de données, puis qui a mis les choses à l'intérieur. OK? Parce que ça se fait pas tout seul, cette affaire-là. Fait que si
je regarde ici pour le fun. On va s'ouvrir. On fait un petit Docker PS, juste pour voir c'est quoi. Les noms, donc on a ça ici. Puis si je fais un Docker diff, juste pour voir qu'est-ce qui vient avec ça. Ouh, too much. Avec le Redmine. OK. Fait que je peux voir ici que c'est quoi les différences depuis que j'ai parti mon affaire. Je peux voir que, bon, il y a des choses dans configuration, OK. Il y a des choses dans temp qui existent. Mais je peux voir que la partie que j'ai dit que je voulais que ce soit dans un dossier à part, la partie files, la partie importante, n'est pas directement dans le container, et dans un volume à part, ce qui va me permettre de comme garder cette information-là au cas où qu'il y ait un bris du container, quoi que ce soit. Donc, très utile pour le backup des choses. Fait que dernière affaire que je veux réussir à faire, c'est avoir un panneau administratif pour ma base de données en Postgres. Donc, je pourrais aller avec le Docker exec, rentrer dans ma base de données, rouler PSQL, là, qui est la même chose que SQL+, là, pour, mettons, Oracle, des choses comme ça. Donc, l'invite de commande pour aller taper des affaires. Mais on peut facilement se créer un portail en utilisant une image d'un portail SQL. Excellent. Pouip. Fait que si j'ai ça ici. Wow. Shift tab. Excellent. On va se donner un autre petit enter, juste par principe. Comme ça. Fait que j'ai une autre image. Ouais, on va dire on stop ici. Ici. Fait que tout va bien de ce côté-là. On va avoir ça sur le port 80-83. Chill. Fait que on essaye ça. On revient ici. On arrête celui-là. Puis on va faire notre Docker Compose Up. Ça télécharge Adminer. Excellent. Si je regarde ici, il est disponible. OK. Fait qu'on va aller sur notre localhost, puis on a dit 80-83. Hey! C'est qu'est-ce qu'on utilise depuis tantôt? Fait que par défaut, nous autres on a dit Postgres, notre password c'était example. Je sais pas si c'est quoi le nom de la base de données par exemple. Oups, je veux PostgreSQL. C'est serveur, c'est DB. Hey! Look at that! J'ai réussi à me connecter à ma base de données. Puis, je peux aller voir, OK, les différentes informations qui existent dans ma base de données. Non, j'en ai pas d'autres. C'est intéressant. De la misère. Je veux pas sauvegarder ça ici. Excellent. Fait qu'ici, je peux voir les comments. Admettons que je vais essayer de voir Projects. Je vais aller voir Projects. Si j'essaie de voir tous les projects, je peux voir ici, j'ai le méga super projet que j'ai créé dans mon application, que je peux confirmer qui est bien dans la base de données. Fait que j'ai réussi à déployer une application de gestion de projet qui avait besoin d'une base de données,
Puis pour du tooling, pour de la maintenance, je me suis aussi installé une application pour faire la maintenance de ma base de données. Tout ça à l'intérieur de 38 lignes de texte. Avec ça, il y a des choses à faire, mais le restant, c'est à vous pas mal. Fait que, est-ce que vous voyez la force puis la puissance possible de notre ami Docker Compose? Ouais, vraiment. En économie de temps, c'est ça. Simplicité. Parce que puisque tout est siloé correctement, puisque tout est isolé, il faut juste que tu rentres les configurations que tu as besoin dans des variables d'environnement habituellement, puis paf, le restant se fait tout seul. Comme moi, ma gestion de mon environnement, okay, mon tech stack personnel, là, est toute basée là-dessus. Là. Parfait. Fait que il reste à voir qu'est-ce que vous avez à faire. Vous avez tout à faire. Il y en a juste un qui est en bonnie. C'est pour quand? Fait que on va se donner 2 semaines pour être capable de faire ça. Mais la semaine prochaine, on commence à travailler sur d'autres affaires quand même. Fait que vous devriez avoir le temps de bien travailler au travers. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas encore une fois de me jaser avec ça. Donc ici, on va le dire, 2 semaines pour faire part 2. On se voit jeudi la semaine prochaine, c'est ça? Ah ouais? Ouais, je pense que c'est lundi, mardi, mercredi, congé, puis le jeudi, c'est un lundi. Ouais. Cool. Ça veut dire qu'on n'a pas de cours. Ok, on a un cours de projet, puis... Non. On a 0 cours de projet. On a juste ce cours-là la semaine prochaine, ensemble. Attends, on a lundi, mardi, mercredi, congé la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine lecture demi-semaine. Là. Ouais, leur demi-semaine de lecture. Ouais. Qui est pas vraiment une semaine de lecture, tu peux avoir des examens. C'est effectivement ce qui va se passer, parce que je vais vous en donner un projet. À partir de jeudi ou à partir de... À partir de, genre, fin de semaine, là, quand je finis de l'écrire. Ok. C'est à faire durant la semaine. Ben, c'est à remettre mardi. Ouais, c'est ça. Ça va être mardi le 20. Mardi prochain? Non, mais dans l'autre. Ouais, Ah, ok, ouais. Pourquoi c'est une demi-semaine de lecture? Je sais. Une semaine entière. Ça a tout le temps été de même parce que l'école est un petit peu arriérée contrairement aux autres. Ben, l'ETS aussi, une semaine de lecture de 2 jours. Je trouve ça drôle. Parfait. Ça met fin à notre partie magistrale. Excellent. Fait que celui-là est